Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler programmation, on va parler performance et je vais vous donner un hack nutrition qui m'a énormément servi à la fin de l'épisode. Donc restez connectés. Je le rappelle, à chaque fois il y a un lien dans la description, un lien que vous pouvez retrouver en tout temps dans ma bio Instagram également. Il vous suffit de cliquer dessus et de taper vos questions sans limite de caractère. Donc vous pouvez détailler le tout, donner vraiment le contexte pour que je puisse sélectionner ces questions éventuellement et y répondre à travers les épisodes du K-Sui Show, à travers des vidéos ou des posts sur Instagram. Donc rappelez-vous, c'est un travail d'équipe. On travaille ensemble, je suis là pour vous aider et vous êtes là pour m'aider également à vous apporter des solutions. Donc c'est comme ça qu'on va avancer. Dans cet épisode les amis, on va couvrir plusieurs choses, des choses qui sont très intéressantes et que vous allez pouvoir directement implémenter. Donc dans un premier temps, on va parler de l'importance de l'ordre des exercices. Comment orchestrer sa séance, comment l'organiser pour qu'on puisse maximiser chaque partie de cette dernière. Et on va répondre à une question qui m'a été envoyée de Nolan et je pense que c'est très intéressant, donc je vais pouvoir élaborer un peu là-dessus. Dans un deuxième temps, on va parler de l'aspect performance. Je vais vous donner un secret qui est très important pour la performance, pour que vous puissiez développer votre capacité à produire plus. Donc c'est quelque chose qui est déjà utilisé bien entendu dans le monde de la performance, mais très peu utilisé par la plupart des gens et la plupart des athlètes. Donc je vais vous donner les protocoles exacts, comment je l'utilise moi avec mes athlètes, avec les gens que j'entraîne et sur moi-même bien entendu. Et finalement, l'aspect nutrition, vous savez, on a tous envie de manger des snacks dans la journée ou le soir, etc. Eh bien, il faut utiliser des stratégies pour pouvoir maximiser notre potentiel esthétique bien entendu et minimiser les dégâts. Donc commençons directement par la première question qui est venue de Nolan, qui va me permettre de parler de l'importance de l'ordre des exercices. Question de Nolan qui dit la chose suivante: salut Kevin, déjà merci pour ton contenu, aussi bien pour la partie sportive que mentale, c'est toujours pertinent et sans filtre, ce qui est rare sur les réseaux. Merci Nolan, j'apprécie ça. J'ai récemment entendu que faire un exercice en forçant... Pardonnez-moi, je récapitule ici. J'ai récemment entendu que faire un exercice en force et finir par du cardio haute intensité pendant la même séance pouvait être contre-productif pour les gains de force. Dans mon cas, je fais un top set au squat en premier exercice d'une de mes séances lower body et je finis avec 2 blocs de fractionnés sur l'assault bike. Que penses-tu de cet argument comme quoi cela réduirait les gains du premier exercice, s'il te plaît? J'avais déjà entendu cet argument concernant le fait du cardio à faible intensité, exemple 45 minutes de vélo couplé à du fractionné. Si ma question est pertinente et répétitive, je te remercie d'avance pour la réponse, etc. Blablabla. Dans tous les cas, je te souhaite le meilleur et de la résilience pour la suite. Hashtag don't be soft. Les gars, hashtag don't be soft. Quand vous utilisez mon hashtag, taguez-moi. Hashtag don't be soft. Je pense que vraiment c'est le message qu'on doit partager. Donc ici, Nolan fait référence à un phénomène qui est souvent utilisé parmi les geeks et les experts, entre guillemets, de notre industrie, où on parle beaucoup d'interférences. Et je pense qu'on a mal interprété tout ça. J'ai déjà fait un épisode là-dessus où je parle du mythe des interférences, à quel point c'est pas aussi important que ça, le fait de coupler du travail de force et du travail cardiovasculaire, que c'est pas important au final, ok? Principalement pour la population lambda, et je dirais même que pour les athlètes de haut niveau qui utilisent la musculation comme chose annexe en plus, eh bien c'est pas quelque chose sur lequel on doit vraiment s'attarder, on n'a pas vraiment à se soucier de tout ça. Mais je pense que beaucoup confondent ce phénomène d'interférence avec le fait qu'il y ait des interférences d'un point de vue physiologique avec le fait partage de ressources énergétiques. Qu'est-ce que j'entends par là? Et bien souvent ce qu'on dit, c'est que hey, c'est pas pertinent de faire du cardio par exemple à longue durée et ensuite d'enchaîner avec ta muscu parce que tu vas pas pouvoir maximiser tes gains de muscu. Et la vraie c'est juste dans le sens où on va pas pouvoir maximiser notre gain de muscu, nos gains de peu importe ce qu'on va faire ensuite, parce que la seconde activité ou durant l'exécution de la seconde activité, on aura moins de ressources énergétiques. En d'autres termes, on sera plus fatigué. Et si on est plus fatigué, eh bien on n'aura pas la capacité de maximiser les choses qu'on est en train d'exécuter. Et je pense que beaucoup expliquent le tout à travers cette lentille-là, qui a énormément de sens et qui est correcte, et qui malheureusement le mettent sous le phénomène des interférences, qui parle ici d'un facteur physiologique, donc tous les processus chimiques qui ont lieu à l'intérieur de notre corps. Et je pense que vraiment il y a une confusion de ce point de vue-là. Donc ce qu'il faut garder en tête de manière générale, c'est que ce qui va venir en second lieu aura une ressource énergétique qui sera plus faible. C'est aussi simple que ça. C'est tout ce qu'il faut garder en tête. Donc par conséquent, lorsqu'on comprend ça, ce qui est logique de toute façon, ce qui va venir en second lieu doit être placé en second lieu également dans notre hiérarchie d'importance. C'est-à-dire que je suis OK avec le fait que
ça ne soit pas ma priorité. Ma priorité va toujours venir en premier lieu. Et du coup, ça m'amène à l'ordre des exercices. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un truc sur lequel on ne s'attarde pas assez. On met des exercices un peu au bol. Comme je l'ai dit, un peu, on choisit des ingrédients, un peu de riz, un peu de pâte, et on mélange un peu le tout comme bon ensemble, sans vraiment systématiser le tout. Et c'est là que je pense qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que au final, les exercices, comme je le répète à chaque fois, ne sont que des outils. Des outils qui nous permettent de créer certaines adaptations. Donc la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi j'utilise cet outil ou à quelle fin j'utilise cet outil, pour créer quelle adaptation. Et certaines adaptations requièrent plus de ressources énergétiques. On a besoin d'être plus frais pour créer certaines adaptations. Certaines adaptations nous demandent d'avoir 100% de notre énergie. D'autres adaptations ne nous demandent pas d'avoir 100% de notre énergie. Et c'est comme ça qu'il faut conceptualiser le tout, et c'est ce qui va nous permettre d'orchestrer et d'organiser notre entraînement. Donc déjà, quand on comprend ça, ce qui est logique, c'est du sens commun selon moi, eh bien on va se dire, en premier lieu, je vais placer les trucs qui vont me demander le plus d'énergie. De manière générale, ça va ressembler à quoi? On va parler ici des exercices qui requièrent la plus grande quantité de force, par exemple, si on parle d'un point de vue général, d'un point de vue musculation, salle de sport. L'exercice où je dois créer le plus de force, d'accord, c'est ce qui va venir en premier lieu. Ou alors, si le focus est la vitesse, l'exercice où je dois créer le plus de vitesse ou le plus de force le plus rapidement possible, eh bien, ça va venir en premier lieu. C'est le premier truc que je dois garder en tête. Donc, lorsque vous pensez exercice dédié à développer mon explosivité, par exemple, ça va venir en premier lieu. Ou alors exercice visant à développer ma puissance, ça va venir en premier lieu. Ces deux termes ne sont pas exactement les mêmes. On fera un épisode pour expliquer la différence. Bien qu'ils soient souvent utilisés de manière interchangeable, il y a une distinction à faire. Quoi qu'il en soit, l'idée c'est de dire tout ce qui va me demander un maximum de force ou un maximum de vitesse ou les deux simultanément, eh bien, je dois tout simplement les mettre en premier lieu parce que mon système nerveux doit être le plus frais possible. Il faut savoir que lorsqu'on cherche à développer sa force, qu'on cherche à développer sa vitesse, on veut travailler, on veut rester toujours proche du 100%. Donc, chaque répétition doit être proche du 100%. C'est comme ça qu'on va créer cette adaptation-là. Si on travaille sous fatigue, eh bien, on n'est plus en train de créer cette adaptation-là. On est simplement en train de se cramer, ça va nous prendre plus de temps à récupérer et au final, on n'est pas en train de maximiser cette partie-là. Donc c'est le premier truc qu'on va garder en tête. Donc tout ce qui va être saut, tout ce qui va être levé olympique, tout ce qui va être notre top 7, la charge la plus lourde qu'on va chercher à lever, forcément ça va venir au tout début de l'entraînement. Je comprends pas les gens qui mettent ça au milieu de l'entraînement, etc. Enfin bref, ça n'a pas vraiment de sens selon moi. Donc il faut qu'il y ait une montée graduelle. Alors on peut faire également une montée graduelle. Un truc que moi j'aime bien faire, c'est je vais commencer avec des exercices où je travaille plutôt sur ce que moi j'appelle la force explosive, c'est-à-dire avec une dominance plutôt axée sur la vitesse et moins sur la force, et ça va me permettre de booster mon système nerveux. Je vais être chaud, je produis du 100%, je suis pas fatigué, j'ai simplement boosté mon système nerveux à produire un maximum de force le plus rapidement possible. Et ensuite, je peux passer à mon exercice principal où je vais produire de la force max. Donc déjà là, vous voyez qu'il y a une certaine hiérarchie. D'accord? J'ai monté graduellement en intensité. Je commence avec l'échauffement, etc. Ce que moi j'appelle la préparation. Je me prépare, etc. J'inclus l'échauffement dedans. C'est graduel. Je commence à 50%, 60%, 80%. 90%, et à 90%, pam, j'arrive à la partie principale de mon entraînement, le focus primaire de l'entraînement, et là je peux produire ma quantité de force maximale qui va être dans une rangée entre 90, 90 et 100%. Donc ça c'est la première partie de votre entraînement. Il faut faire de manière graduelle, il faut voir le truc vraiment de manière croissante et de manière décroissante. Donc de manière croissante, on commence de la préparation, on monte, on arrive au pic de cette croissance ici, cette montée, où on arrive à la partie primaire de l'entraînement. Force max, vitesse max, sprint, peu importe ce que vous voulez. Et ensuite, ça va se faire de manière décroissante. Et là, on va utiliser des focus, des exercices avec pour but de développer d'autres qualités. Ça va être plutôt axé sur l'aspect tissulaire, on va chercher plutôt à construire du muscle, etc. Où là, on n'a pas besoin d'avoir une activité neurologique qui est trop élevée. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de travailler avec des intensités qui sont trop élevées, ce qui veut dire qu'on va pouvoir maximiser cette partie-là également. Et finalement, si je veux finir avec du cardio à basse intensité, eh bien, je sais que le cardio à basse intensité, j'ai pas besoin d'être dans la zone orange, rouge, etc. Donc ça veut dire que j'ai encore du jus pour la fin. Donc voilà comment on organiserait le tout de manière cohérente et surtout on arrive à maximiser chacune de ces parties. Si je venais à mettre mon cardio en premier lieu, où je me suis fatigué parce que j'ai fait énormément de volume, j'ai fait 45 minutes de course, après j'arrive à la salle et je vais faire un top 7
je vais faire un top 7 au back squat, ça n'a pas de sens, ok? Mon top 7 au back squat n'est pas représentatif de mon vrai 100% parce que je suis déjà assez fatigué, ok? Je suis fatigué de par le volume que j'ai fait. Ça me permet d'ailleurs de parler d'une petite anecdote avec une sprinteuse avec qui je travaille pour du consulting, etc., pour de la programmation. Et justement, avec le coach de sprint, eh bien, on fait des sprints à 100% dans la salle. Et ensuite, on va faire un 2RM, un top 7, un 3RM comment on appelle ça déjà? Les Nordic Curls, etc. etc. Okay, donc, pour moi, c'est pas intéressant parce qu'au final, même elle le ressent. Elle dit, en fait, ce que je vais faire à la salle de sport après, ça n'a pas de sens parce que je suis juste en train de me cramer. Je suis pas en train de maximiser mon potentiel, le recrutement de toutes mes fibres musculaires, de tous mes tissus, etc. lorsque je vais à la salle de sport. Donc, le conseil vraiment, c'est, hey, sépare les deux séances. Si tu peux le faire, c'est mieux pour toi, ok? Que de vouloir tout faire et au final, on fait rien de bien. Ou éventuellement, on arrive à maximiser un peu de la première partie. Donc, vous voyez que l'ordre des exercices ici a énormément d'importance. Il faut se dire, pour le développement de la force, de la vitesse, je vais être proche du 100%. Quand je vais développer l'aspect tissulaire, prendre du muscle, on va penser hypertrophie ici, je peux rester dans une rangée où je travaille avec du 75, 75%, ok, et ça me va, ok, 70, 70, 65, etc. Je peux construire du muscle avec cette rangée-là, ça me permet de travailler sur ces qualités éventuellement que je peux développer. Et du coup, ça me permet de donc vous montrer qu'on peut construire un système hybride de cette façon-là, un système qui nous permet de construire, de développer toutes ces qualités en un même entraînement, à condition que l'organisation soit bien faite, bien entendu. Maintenant, conceptuellement, encore une fois, pour répondre à cette question de Nolan, il faut se dire, ok, moi j'aime bien penser à ça comme un jeu vidéo. Les barres là, quand on court, on joue à GTA, le gars il court et on a la barre qui descend. Okay, quand le gars il fait un sprint, et bien la barre elle diminue à chaque fois et ça prend un certain temps avant que l'énergie revienne, que la barre revienne complètement pour qu'on puisse resprinter. Okay, et moi j'aime bien penser à ça conceptuellement avec cette barre là. Je me dis ok, on a cette barre là qui représente le 100%. Quand j'arrive à mon effort max, je vais faire mon top 7. Donc ici Nolan dit qu'il va faire un top 7 par exemple dans l'exercice axé sur le bas du corps. Et bien la partie de la barre qui représente entre les 90, les 90 et les 100%, elle va être vidée. Donc, j'ai plus accès à cette partie-là. C'est-à-dire qu'à la fin de mon back squat, de mon exercice principal, mon top 7, un top 7, ça veut dire qu'on va chercher la charge max, une série et après, c'est fini. Okay, et donc, j'ai vidé cette partie-là. Du coup, il me reste que l'autre partie. Il me reste les 90 à 0. Et à chaque fois, eh bien, je vais y aller graduellement. Donc, la prochaine partie, eh bien, je vais pouvoir dédier au moins, allez, 85%, je dirais, pour être plus large ici, on se donne une marge, j'ai 85% d'énergie à utiliser. Donc le max de l'intensité que je vais pouvoir produire après ça, ça va être 85%. C'est comme ça que conceptuellement je vois le truc. Donc ici, Nolan enchaîne avec du fractionné. Et bien il faut savoir que le fractionné qu'il va utiliser suite à son effort max lower body, son max, ça va être du 85%. C'est conceptuel ici, mais c'est important de le garder en tête. Et il faut ensuite comprendre que, hey, avec ton 85%, qu'est-ce que tu cherches à créer comme adaptation? Si tu cherches à faire un sprint le plus rapidement possible, si tu le fais après ton effort max low body, eh bien, selon moi, t'es pas sur du 100%, ok? C'est simplement ce qu'il faut garder en tête. Maintenant, c'est peut-être le bon compromis de par la fréquence d'entraînement à laquelle tu as accès. Donc, imaginons que tout ce que tu puisses faire, c'est ça pour développer ta force max. Tu as 2 entraînements dans la semaine. Tu as un entraînement où tu vas pouvoir faire ton top 7 au back squat et ensuite tu vas faire des fractionnés justement parce que tu veux ramener ton système cardiovasculaire à l'intensité la plus élevée. Et bien selon moi c'est la meilleure organisation. Comme tu le fais maintenant, c'est parfait. Maintenant, si on a la capacité de séparer ces séances et se dire un jour je vais faire mon HIIT, le vrai HIIT, High Intensity Interval Training, où je vais booster mon système cardiovasculaire avec une intensité très élevée, et bien dans le meilleur des mondes, je chercherai à séparer les deux. Okay, un jour ça va être mon intensité très élevée avec des charges externes, mon back squat, mon deadlift, peu importe ce que c'est, et un jour où ça va être intensité très élevée, mais axé sur le système cardiovasculaire. Okay, mais sinon, je trouve que c'est le bon compromis. Donc si vous le faites comme Nolan, je pense que c'est très intéressant ici de le faire. Maintenant, tout le reste là, toutes les interférences qu'on a pu mentionner, tout ce qui a été mentionné dans le message qui a été envoyé ici, eh bien, je pense qu'encore une fois, on confond vraiment ce principe d'interférence d'un point de vue chimique avec la répartition des ressources énergétiques. Donc tout ce que vous voulez garder en tête, c'est ça. Répartissez votre énergie correctement au sein de vos entraînements. Et de manière générale, encore un autre concept maintenant à intégrer, c'est que là, j'ai parlé simplement de l'aspect intensité. Mais il y a l'aspect complexité aussi. Okay, l'aspect complexité qu'il faut garder en tête, l'aspect technique qu'il faut garder en tête. Donc de manière générale, si on venait à regrouper le tout, on doit se dire, dans un premier lieu, je vais mettre les exercices qui requièrent le plus d'intensité
le plus de complexité et le plus de technique. Aussi simple que ça. Ça va être mon exercice principal. De manière générale, les trois sont regroupés de toute façon par définition. Okay? Donc en général, on va avoir un exercice polyarticulaire qui demande une certaine technique d'exécution. Lorsqu'on parle de back squat, lorsqu'on parle de deadlift, lorsqu'on parle de levée olympique, lorsqu'on parle de différents types de sauts, etc. Ça demande de la technique et il y a une certaine complexité qui est déjà inclue dans le mouvement. Okay? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est important de le garder en tête. Et pour la petite anecdote supplémentaire, c'est un truc qui m'a toujours frustré même dans les classes de combat. Okay, et encore à l'heure actuelle, ça me frustre parce que j'ai cet aspect, j'ai cet œil analytique un peu plus sur la compréhension de l'entraînement et sur le corps humain, où vraiment, dans les sports de combat, on cherche juste à se pousser. Et au final, il y a un aspect mental qui est intéressant derrière, mais parfois c'est pas intéressant. Un exemple ici, dans les classes de Jiu-Jitsu, quand j'ai commencé le Jiu-Jitsu, je me rappelle, ça me frustrait énormément parce que on fait des échauffements, on fait un peu de conditionnement au début, donc on saute, on court, on fait des pompes, on fait des jumping jacks, on fait des trucs, etc. On est un peu essoufflé, et là, on commence avec la technique. Okay, la technique, on doit être frais pour l'absorber. C'est des nouvelles techniques. Chaque détail compte au Jiu-Jitsu. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, eh bien, vraiment, c'est un art qui est basé vraiment sur le détail. Et du coup, lorsque notre système nerveux est déjà fatigué, parce qu'on est allé au-delà de l'aspect juste échauffement, eh bien, au final, on n'est pas en train de maximiser. On a déjà baissé nos capacités cognitives à absorber l'information. Donc pour moi, c'est pas intéressant. Si vous êtes prof de Jiu-Jitsu, un ceinture noire qui donnait des cours, ceinture brune qui donnait des cours, eh bien les gars, organisez le truc correctement. Faites un truc, une mobilisation. Faites les drills au début, justement, avec l'aspect technique au début, là où on est frais, ça va nous chauffer en même temps. Ensuite, ok, tout le monde a compris la technique, ok, on est parti, on commence à faire un peu de conditionnement un peu plus poussé éventuellement. Et ensuite, hey, les gars, sparring, là ça a du sens. Pareil dans les classes de boxe, ok. Classe de boxe, on est fatigué, on est fatigué encore, power, on donne. On n'a pas de jus, c'est pas du vrai power, c'est pas de la vraie puissance, ok. Donc selon moi, il y a un système organisationnel qu'on peut améliorer au sein même des sports de combat lorsqu'on comprend que au final nos ressources énergétiques ne sont pas limitées. Quand tu es à la fin de ton entraînement, tu ne peux pas taper le sac avec 100%. Alors oui, tu peux donner l'intention, etc. Et je trouve que c'est intéressant, encore une fois, parfois pour un aspect mental. Mais si on veut vraiment faire les choses bien, il faut savoir, ok, là, je cherche à développer cette qualité-là. Là, je cherche à développer le fait de taper dans le sac le plus fort possible. Là, je cherche à développer ma capacité à tenir ma garde tout le temps et à développer ce conditionnement au niveau local, au niveau de mes épaules, etc., sans perdre ma technique, etc., etc. Je pense que de ce point de vue-là, c'est très intéressant et je pense qu'il y a des trucs à maximiser au sein des sports de combat également. Donc voilà, vu que c'est mon bagage sportif, je me permets de glisser ça là, ok? Si jamais il y a des collègues, coachs et combattants qui m'écoutent ici. Maintenant, parlons de l'aspect performance, les amis. On va parler du secret ici pour développer plus de force, ok? Alors, secret qui est très sous-estimé, qui n'est pas utilisé par la plupart des gens dans les salles de sport. Et ce secret-là, ce sont les contractions isométriques. Et principalement, deux types. Bon, on a deux types de contractions isométriques qu'on appelle les contractions isométriques overcoming et les contractions isométriques yielding. Alors, quelle est la différence? Déjà, définissons ces termes. Lorsqu'on parle de type de contraction, on a différents régimes de contraction qu'on appelle concentrique, excentrique et isométrique. Donc, concentrique, c'est lorsque le muscle se raccourcit sous tension. Okay? Donc, si je fais un bicep curl, lorsque je curl, je fléchis mon bras, je fais une contraction concentrique. Lorsque l'haltère descend et ramène mon bras ici vers le bas, ok, mon poignet vers le bas lorsque je fais une extension du coude, et bien là, les biceps s'allongent et donc là, c'est ce qu'on appelle la contraction, le régime de contraction excentrique, ok. Donc lorsque les muscles s'étirent sous tension. Et les contractions isométriques, eh bien, ce sont lorsque il n'y a pas de changement de longueur au sein des groupes musculaires qu'on est en train de viser. En gros, on est en train de tenir une position statique. Et pourquoi c'est très intéressant? Okay, pour plusieurs raisons. Mais on va diviser les deux et on va essayer de décortiquer le tout. On a ce qu'on appelle les contractions overcoming, isométriques overcoming, c'est-à-dire qu'on cherche à pousser contre un objet immobile. Okay, c'est-à-dire qu'on va chercher à pousser un mur, en gros. Okay. Et donc, ça, c'est un type de contraction. Et ensuite, on a l'autre type de contraction isométrique qu'on appelle yielding, où on va chercher à tenir une position bien spécifique pendant un temps donné. Okay, et ça aussi, c'est très intéressant. Les deux ont leurs vertus et peuvent être utilisés afin de développer des qualités qui vont s'entrecroiser parfois et qui sont parfois différentes. Comment moi, j'utilise le tout? Déjà, on a les contractions overcoming, okay, isométrique overcoming qui selon moi sont la clé pour la performance. Pour ceux qui font la programmation en ligne avec moi annuelle Train Like Me, eh bien on a commencé les premiers blocs, okay, la première phase que de l'isométrie, un gros focus isométrique. Pourquoi? Parce que l'isométrie, c'est ce qui nous permet de construire
c'est ce qui nous permet de produire un maximum de force lorsqu'on le fait avec intensité très élevée, d'accord? Plus de force que lorsque le muscle se raccourcit. Donc plus de force que lorsque on fait une contraction concentrique, d'accord? C'est ce qu'il faut garder en tête. Donc on arrive à atteindre un pic de force qui est beaucoup plus élevé que lorsqu'on le ferait dans le mouvement lorsque les muscles se raccourcissent. Donc ça, c'est le premier truc à garder en tête. Donc ça va nous permettre d'atteindre un nouveau seuil si on veut, et donc ainsi ça aura un transfert, ça va tout simplement développer notre système nerveux, la capacité que notre système nerveux a à décharger plus de force. Et au final, si on arrive à décharger plus de force, eh bien, on arrive à transférer cette force, peu importe, dans n'importe quelle activité qu'on fait, ok, dans nos activités respectives. Maintenant, les contractions isométriques sont très intéressantes. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, elles sont très sécuritaires, ok, c'est safe de manière générale. La plupart des blessures, beaucoup de blessures ont lieu lorsque on a un changement de longueur au niveau des tissus, auquel on rajoute par exemple, de la vitesse, ok, de la force et de la vitesse en même temps que le changement de longueur du tissu. C'est ce qui est le plus risqué. Là, on n'a pas de changement de longueur au sein des tissus, on n'a pas l'aspect vitesse au sein auquel on expose nos tissus. Du coup, ça rend cette contraction très safe. Ce qui veut dire qu'on arrive à maximiser notre adaptation, qui est une adaptation neurologique qui nous permet de produire un maximum de force sans se mettre à risque. Ok, donc de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Comment j'utilise cette contraction isométrique overcoming? Comme j'ai dit, il faut penser à ça comme ça. Le but, c'est développer cet aspect neurologique, cette capacité à décharger un maximum de force. Ce qui est intéressant, que je dois mentionner également, c'est que ces contractions isométriques, que ce soit la contraction overcoming ou yielding, eh bien, ça nous permet de renforcer des angulations bien spécifiques. Quand on fait un mouvement, souvent on a un peu de compensation au niveau de certains angles. On a certains angles où on est moins fort, d'accord? C'est ce qu'on appelle, par exemple, les powerlifters appellent ça les sticking points, d'accord, les points où on colle un peu, où on a du mal à faire bouger la barre, tout simplement parce que on arrive à produire moins de force, ok? Et donc, ces contractions isométriques nous permettent de produire, d'augmenter notre capacité à générer de la force dans ces angulations bien spécifiques, ok? Sur plus ou moins, ça aura un transfert sur plus ou moins 15 à 20 degrés, ok? 15 à 20 degrés, c'est-à-dire, on va casser ça comme ça, 7,5 degrés vers le haut, 7,5 degrés vers le bas, ok? Donc, on veut penser à ça comme une zone qu'on arrive à renforcer lorsqu'on utilise ces contractions isométriques. Maintenant, les contractions overcoming, je les utilise dans le but de développer notre effort max de manière générale. Donc notre capacité à produire un maximum de force. Et on peut l'utiliser dans des exercices qu'on connaît tous, des exercices classiques tels que le back squat, tels que le deadlift, etc. Okay, on utilise ça comment? On va placer notre barre contre des pins, des trucs qui vont nous bloquer, et on va diviser. Donc là, je vous donne le protocole ici pour les contractions overcoming. On va diviser les exercices en plusieurs étages. De manière générale, je vais viser 3 étages, certains exercices 2 étages, où je vais me dire il y a l'étage de tout en bas, l'étage du milieu, ok, et l'étage de tout en haut. L'étage de tout en bas, ça représente la fin d'amplitude de mouvement de l'exercice. L'étage du milieu, comme son nom l'indique, le milieu, donc on pense à un milieu de squat. Étage tout en bas, on pense à un deep squat. Et l'étage de tout en haut, lorsqu'on est à 20 degrés plus ou moins de l'extension complète des genoux, si on reprend l'exemple du squat ici, ok. Donc bien entendu, on n'a pas les jambes complètement tendues ou les coudes complètement tendus si on pense à un développé couché. Et à partir de là, je vais viser de manière générale 2 positions par entraînement. Et l'idée est la suivante, j'ai placé la barre contre l'objet immobile, contre l'épine du rack, et je vais chercher à pousser graduellement. Sur 3 à 5 secondes, je vais essayer d'atteindre mon 100% d'intensité. Donc je vais pousser, je commence 20, 40, 60, 80, effort max, jusqu'à atteindre vraiment mon pic de force max. Et là, je vais tenir pendant 3 à 5 secondes. Okay, c'est la quantité max que j'arrive à produire. De manière générale, je vais garder un petit peu dans le réservoir, c'est-à-dire que quand j'arrive à la fin des 3 secondes, par exemple, eh bien, je suis pas cramé dans le sens où j'arrive plus à bouger. Okay, j'en ai encore dans le jus. J'ai senti que j'étais à 100, 95%, à 93, 93, j'arrête. Bam. Je respire, je repars pour une deuxième rep, ok, et je vais le faire par position, par étage, sur 2-3 reps. Et ensuite, la deuxième série, je refais le tout au même étage. Et ensuite, les 2 séries d'après, par exemple, je vais le faire à l'autre étage. Et de manière générale, je vais travailler comme ça sur 2 à 6 séries, ok. De manière générale, j'aime bien rester dans, 2 à 6 séries. Je voulais dire 2 à 3 séries par étage, c'est-à-dire un total de 4 à 6 séries de manière générale, ok, au total pour l'exercice, en comptant tous les étages, d'accord, donc 2 à 3 séries par étage. Et donc ça me permet de renforcer 15 à 20 degrés sur l'étage tout en bas,
15 à 20 degrés sur l'étage du milieu. Et si je le fais la semaine d'après, je change légèrement les étages. Vous l'aurez compris, on aura renforcé une grande partie du mouvement. Et on aura appris à notre système nerveux, à nos tissus, à produire une grande quantité de force, plus grande que ce qu'on pourrait produire avec l'exercice normalement exécuté, avec le back squat où on descend et on monte, d'accord, mais dans des étages bien précis. Et bien entendu, on aura renforcé quasiment tout le mouvement. Donc il y aura un transfert lorsque vous allez réexécuter le mouvement, le back squat complet, et bien vous allez voir que vous aurez pris quelques kilos en plus, tout simplement parce que vous aurez appris à produire, à générer un maximum de force dans ces angulations-là, qui sont souvent les angulations les plus faibles, les plus problématiques, comme je l'ai dit, ok. Donc gardez ça en tête, super important. Bien entendu, comme j'ai dit, c'est safe, donc ça a un transfert dans tout. C'est-à-dire qu'ensuite, je peux utiliser des angulations bien spécifiques pour ma position de saut, par exemple. Okay, je me mets dans une angulation où je suis en bas de mon saut d'habitude, et là, j'utilise un objet mobile et je cherche à pousser dans le sol au maximum. J'apprends à produire un maximum de force dans cette angulation-là. Donc, pour développer sa force max, les contractions isométriques overcoming, c'est super intéressant. Il y a également des bénéfices pour le développement des tissus conjonctifs. J'en parlerai dans un autre épisode. Le protocole est légèrement différent. Okay, donc voilà comment vous pouvez utiliser ça. Intégrez-le dans vos entraînements. Vous pouvez faire des cycles complets que là-dessus. Moi, je vous invite à travailler sur, en tout cas, 2 blocs d'entraînement en intégrant ça. D'accord. Vous pouvez l'intégrer même quotidiennement, hein, toute l'année, à condition de bien organiser le tout, comme je l'ai dit. Maintenant, parlons des contractions isométriques yielding. Les contractions isométriques yielding, eh bien, je vais utiliser le tout légèrement différemment. De manière générale, quels sont les bénéfices? Pareil, c'est sécuritaire, c'est safe. Ça nous permet surtout de développer une endurance et une certaine confortabilité, si c'est un terme, je ne sais pas si ça a du sens ici en français, mais un certain confort dans les positions dans lesquelles on est souvent le plus inconfortable. Et souvent, ces positions sont les positions en fin d'amplitude de mouvement, lorsque nos tissus sont dans les positions les plus étirées. Okay. C'est souvent là où on est le plus faible, c'est souvent là où on ne veut pas aller, ce sont les positions qu'on évite un peu avec un peu de rebond, où on n'y accède pas. Là, on va volontairement se mettre dans ces positions pour gagner de 1, plus d'expérience. Là, on est en fin d'amplitude de mouvement, donc c'est là où on est le plus à risque également. Et on va accumuler du temps sous tension. Par conséquent, on va avoir une adaptation tissulaire également dans ces zones-là. Okay, dans ces zones-là, là où on est le plus à risque et là où on se où on se blesse le plus souvent. Okay, donc, c'est très intéressant de l'utiliser de ce point de vue-là. Et là, on va se fixer plutôt un temps long. Okay, c'est-à-dire qu'on va chercher le max. Moi, de manière générale, c'est ça. On va chercher l'échec complet et on va faire une série. Ça ressemble à quoi? Je me mets dans une position de pompe, tout en bas de la position de pompe, et je tiens le plus longtemps possible. De manière générale, j'ai demandé à la plupart des gens qui le peuvent, qui n'ont pas de gêne au niveau des épaules, de surélever leurs mains. Pourquoi? Parce qu'on aura un meilleur stretch, là on sera en vraie fin d'amplitude de mouvement au niveau de nos tissus et pas simplement au niveau du mouvement. Il y a une différence importante à faire ici. Je vais mettre en position de dips et je vais tenir tout en bas le plus longtemps possible. Okay, je vais mettre en position de grand écart par exemple et je vais tenir ici le plus longtemps possible. Et je vais accumuler un maximum de temps sous tension. Le temps sous tension, c'est la clé pour cet exercice-là. Okay, donc voilà comment vous pouvez utiliser ces 2 contractions isométriques qui ont des buts légèrement différents. Donc il faut penser de manière très conceptuelle. Je cherche à développer ma force max et l'autre, je cherche à développer vraiment mes tissus. De cette façon-là et mon endurance fondamentale à un niveau localisé. Et là, vraiment, ça devient très intéressant de coupler les deux au sein de vos entraînements. C'est comme ça que j'utilise avec beaucoup de succès, croyez-moi. Ça fait toute la différence. Et pour être honnête avec vous, je le vois, moi, qui fait beaucoup de contractions isométriques, principalement pour mes ischio-jambiers en position allongée. Quand je fais un Romanian deadlift, un deadlift roumain, eh bien, c'est pas le fait que je suis assez fort à cet exercice, je pense. Eh bien, c'est pas le fait d'avoir pratiqué énormément cet exercice, bien que ce soit un exercice que j'apprécie particulièrement, mais je le sens en fin d'amplitude de mouvement. Je suis fort parce que je me suis habitué à me mettre dans ces positions de grand écart latéral où j'apprends à produire un maximum de force dans cette position où mes tissus sont vraiment étirés, là où ils sont les plus faibles. Et donc j'atteins un nouveau palier à chaque fois. Okay, donc ça devient super intéressant d'intégrer tout ça dans vos entraînements. Donc les amis, ne ratez pas ça. Pour les basketteurs, les footballeurs, peu importe le sport que vous faites, pareil, okay, les boxeurs, utilisez la même chose, mais pour votre sport. Un boxeur, un point, je me mets dans la position où je touche l'adversaire et j'apprends à générer un maximum de force dans cette position-là, ou dans la position de départ du point. Okay, très intéressant d'apprendre à produire de la force dans ces angulations spécifiques. Okay, là où vous allez initier le mouvement. Rappelez-vous, vous pouvez apprendre à votre système nerveux à produire plus de force que
ce que vous feriez normalement lorsque vous commencez, vous initiez votre saut ou lorsque vous lancez, vous faites un coup de poing. Ok, donc gardez ça en tête, super intéressant. Finalement, les amis, on va conclure cet épisode avec le hack nutrition. Ok, le hack, c'est la petite astuce en gros qui va vous permettre de ne pas prendre trop de poids. Ok. Moi, je suis dans cette catégorie-là. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime bien manger, j'aime bien consommer des trucs sucrés. Ou quand j'ai faim, bah, bien entendu, j'aime bien avoir des snacks. Donc, on a tendance à penser, quand on pense snack, on a tendance à penser trucs sucrés, chocolaterie, etc., etc. Okay, donc, on finit toujours par consommer des choses qui sont extrêmement caloriques et qui ne nous apportent pas grand-chose de manière générale. Et l'astuce que je donne à tous mes clients et que moi j'utilise depuis des années, et je vous le dis maintenant que ma fréquence d'entraînement a diminué de manière conséquente, que mon mouvement a diminué de manière conséquente depuis que je suis père, depuis que je n'entraîne plus les gens en face à face depuis quelques mois, et bien ce qui me permet de garder plus ou moins la ligne, c'est bien entendu le fait que je continue à m'entraîner quand je peux, mais surtout je pense c'est que je fais les bons choix alimentaires la plupart du temps. Et c'est que lorsque je vais choisir des snacks, je vais toujours, je le mets en majuscule ici, mettre à la priorité sur les snacks protéinés. Et quand je parle de snacks protéinés, je ne parle pas de ces barres protéinées où il y a plein de trucs en plus, ça ressemble, c'est des barres de chocolat, etc. Je parle vraiment de choisir l'aspect, d'aller sur le côté protéines, où je vais prendre, je sais pas, un pack de viande séchée, d'accord, je vais prendre de la dinde, je vais prendre des œufs, etc. Et ça va être à chaque fois mon snack. Je vais prendre, éventuellement aujourd'hui, on a des yaourts également qui sont riches en protéines, où au final, ils sont pas très caloriques, d'accord. Et voilà, tout simplement, ça nous donne cet apport en protéines en plus. Donc, ce qui est intéressant avec la protéine, c'est que ça vient combler ce sentiment de satiété, d'accord. C'est un des macronutriments qui nous offre ce bénéfice-là, contrairement aux glucides et aux graisses où on a toujours envie d'en manger plus. Même quand on est plein, on a envie d'en manger plus. Alors que la protéine, c'est très rare, ok. On est plein, ok. T'as pas envie de rajouter encore plus de cet aliment-là parce que tout simplement, ça amène cette satiété que les autres nutriments ne vont pas forcément amener. Donc de ce point de vue-là, très intéressant parce que la quantité, le volume total d'énergie consommée va diminuer simplement lorsqu'on prend cet aspect-là en considération. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est que la plupart des gens ne consomment pas assez de protéines. Et consommer un peu plus de protéines, ça ne va pas vous mettre à risque si vous êtes en bonne santé. Comme je l'ai dit, on peut consommer, aujourd'hui la littérature nous montre que même jusqu'à 3,4 grammes de protéines par kilo de masse maigre, eh bien on est ok. Et croyez-moi, c'est énorme, ok. On parle de grandes quantités de protéines, la plupart des gens n'arriveraient jamais à consommer autant de protéines, même si on les forçait. Donc, vous êtes safe, les gars, ok. Vous êtes safe, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça demande une certaine énergie à notre corps de métaboliser la protéine, ok. C'est ce qu'on appelle l'effet thermique ou thermogénétique, je traduis de l'anglais encore une fois, l'effet thermique des aliments, c'est-à-dire que votre corps va devoir utiliser une certaine quantité de son énergie pour métaboliser ce que vous consommez. Et la protéine, ça demande une certaine quantité d'énergie qui est relativement importante, qu'on estime à plus ou moins 30% de l'apport énergétique que vous avez consommé. Donc si vous avez consommé 100 grammes de protéines, ok, on va dire ça comme ça, en très vulgarisé pour faciliter la compréhension du tout, eh bien on a 30 grammes en gros qui vont être utilisés simplement pour métaboliser le tout. Okay. Donc déjà de ce point de vue-là, c'est très intéressant parce que dans tout ce que vous avez consommé en termes d'énergie, eh bien vous n'allez pas stocker toute cette énergie-là, d'accord? Donc, très intéressant de garder ça en tête. C'est le hack que j'utilise depuis des années. Utilisez-le, intégrez-le dès maintenant, croyez-moi. Ça va couper toutes vos envies de sucreries et de cochonneries éventuellement. Les amis, nous, on se voit, /parle très bientôt. C'était tout pour cet épisode. Peace.